Bonjour à tous. Merci au jury d'avoir accepté d'évaluer mon travail de thèse, donc, qui s'intitule « Les pratiques de gestion des plantes entre culture et cueillette, apport croisé de l'ethnoécologie et de l'écologie fonctionnelle », et qui a été dirigé par Sophie Caillon, Sylvain Koch et Doyle McKee. Je vais commencer par introduire les principaux concepts utilisés dans cette thèse. Si ça marche. Allez. Donc, pour décrire les modes de gestion d'une plante, comme ici dans le cas du café, on oppose souvent deux régimes distincts, le régime de cueillette sans intervention sur le milieu et le régime de culture. On peut parler d'un processus d'intensification des pratiques, l'intensité de gestion étant définie comme une fonction de la quantité d'énergie investie dans le système et du nombre de variables contrôlées par l'humain. Il n'y a en fait pas une réelle dichotomie entre les deux, et on peut décrire cela comme un gradient d'intensité de gestion, avec des régimes de gestion intermédiaires également, qui sont parfois nommés protoculture ou semi-culture, et ceux-ci sont souvent vus comme des états transitoires, destinés à laisser la place, suite à un perfectionnement des techniques, à des intensités de gestion plus élevées. Mais aujourd'hui, en agronomie, on se pose des questions sur la durabilité des pratiques agricoles intensives, et les régimes de gestion intermédiaires peuvent avoir un grand intérêt, notamment pour concilier production et biodiversité. Ces différents régimes de gestion influencent aussi les plantes, les caractéristiques biologiques des plantes. Ils conduisent, par exemple, à des pressions sélectives différentes de celles qu'exercent les conditions sauvages. Et c'est ce processus évolutif qui mène à l'adaptation de la plante à la culture et aux usages par l'humain, qu'on appelle domestication. Ainsi, on appelle plantes semi-domestiquées des populations de plantes qui retiennent des caractères qui leur permettent de se maintenir dans un environnement, même si l'intensité de gestion est faible. Donc, mieux comprendre ce qui se passe dans les états intermédiaires de ce continuum nécessite de s'intéresser à la fois aux pratiques humaines et aux mécanismes de réponse, les mécanismes écologiques de réponse de la plante à la gestion. L'une des réponses essentielles des plantes à la gestion, c'est la modification de leur apparence, de leur phénotype. Ce phénotype répond aux pratiques de gestion via de la sélection ou via des modifications plastiques, non héréditaires des caractères. Mais cette variation des caractères, de ces traits, va aussi en retour influencer tout un ensemble de processus écologiques et également les pratiques humaines. Les pratiques ont été amplement étudiées par les ethnoécologues et la variation intraspécifique également en écologie. C'est un domaine à part entière en écologie. Mais par contre, le lien réciproque entre les deux, les causes et conséquences de la variation intraspécifique des plantes en relation avec les pratiques humaines sont relativement peu explorées à ce jour. Alors, étudier la compréhension qu'ont les gens des liens entre le phénotype et la gestion est particulièrement pertinent pour réellement comprendre comment fonctionnent les écosystèmes maintenus par des gens. Par exemple, Isaac et ses collaborateurs se sont intéressés à la perception par des caféiculteurs du Costa Rica de la variation des traits foliaires du café, et ils montrent que la couleur, la taille ou l'épaisseur des feuilles rentrent en compte dans les décisions de gestion de l'ombrage ou de l'apport en nutriments. L'objet de la gestion
bien souvent, ce sont les interactions entre plantes, c'est-à-dire la gestion de l'agencement spatial des plantes entre elles. Par exemple, le désherbage, l'abatis ou le brûlis sont autant de pratiques dont l'objectif principal est la diminution de la compétition, c'est-à-dire les interactions négatives entre plantes, afin de favoriser une ou plusieurs espèces données. Mais il n'y a pas seulement l'élimination de la compétition, on le voit par exemple dans l'exemple du système de l'association agroécologique des Trois Sœurs, qui est emblématique de la MILPA, et qui repose sur une connaissance fine des pratiques qui génèrent de la facilitation, c'est-à-dire les interactions positives entre espèces, entre maïs, courges et haricots notamment, et limiter la compétition entre elles. Donc, si en ethnoécologie, on a beaucoup mis en avant les pratiques et les savoirs relatifs à des taxons donnés, des espèces, des variétés, eh bien, il est aussi important d'aborder comment les interactions entre espèces, entre variétés, sont comprises par les gens et quelles pratiques découlent de cela. Donc, pour explorer ces relations entre gestion, variation intraspécifique et interaction plante-plante, je me suis intéressé à deux terrains. Tout d'abord, la gestion de plusieurs espèces de haricots dans une diversité d'espaces du paysage andin par les Yanaconas en Colombie, que je ne développerai pas ici par manque de temps, mais qui a donné lieu à un article publié. Après la pandémie de Covid-19, j'ai été forcé de rentrer en France où je me suis attaché à un second terrain autour de la gestion entre cueillette et culture d'une plante médicinale, donc l'arnica des montagnes, Arnica montana. Donc l'arnica, c'est une plante qui est traditionnellement cueillie depuis le XVIe siècle, en tout cas elle est connue pour ça, pour ses propriétés anti-inflammatoires notamment. Et elle pousse majoritairement dans les zones de montagne, dans une large partie de l'Europe. Et au niveau de sa biologie, elle se multiplie par les graines, d'une part, et par reproduction végétative via un rhizome souterrain. Et ce rhizome est la seule partie qui passe la mauvaise saison. Et donc, on voit à gauche sur la photo un ensemble de rosettes. Un même individu est composé d'un ensemble de rosettes qui ne fleurissent pas toutes chaque année. Il y a deux modalités principales de cueillette de cette plante. La cueillette de capitules à gauche et la cueillette de plantes entières fleuries, qu'on voit à droite. Alors, pourquoi l'arnica est-elle un bon modèle par rapport aux questions qui nous intéressent? Eh bien, il y a l'idée qui est souvent mise en avant que les populations sauvages, ici la courbe en vert clair en pointillé, connaissent un déclin progressif avec la cueillette qui va en augmentant en termes de volume, puis en déclinant du fait de la raréfaction de la ressource jusqu'à un point de bascule où la mise en culture devient désirable et rentable et en se développant va contribuer au rétablissement des populations sauvages. Alors, l'arnica constitue un bon modèle pour étudier ce moment un peu charnière du paradigme classique, puisqu'elle est de plus en plus demandée par l'industrie, qu'elle connaît actuellement une raréfaction sur le territoire français, et plus généralement en Europe, et qu'elle est de plus en plus mise en culture depuis une dizaine d'années. Donc, on peut dire que c'est vraiment un moment de maximum d'incertitude sur les modes de gestion de cette plante actuellement. Ce qui nous amène à ma problématique de thèse en 3 temps, qui consiste d'abord à se demander, à ce moment d'incertitude que je viens d'évoquer, comment les relations à l'arnica se reconfigurent, d'une part chez les cueilleurs professionnels, pour qui l'arnica est une plante importante dans le cycle annuel des cueillettes, et d'autre part pour les autres acteurs de la mise en culture de l'arnica. J'ai également exploré certains mécanismes écologiques impliqués dans la réponse de l'arnica à la gestion, en particulier autour de la variation intraspécifique. Et enfin, j'ai cherché à savoir quelles relations sociales et écologiques
implique les modes de gestion intermédiaires entre culture et cueillette. Je vais maintenant présenter les méthodes utilisées dans cette thèse. J'ai tout d'abord mobilisé une approche ethnographique, avec de l'observation participante. J'ai participé à la cueillette d'arnica sur différents sites, mais aussi à son transport, à son conditionnement. Et j'ai aussi participé à différents moments du cycle de culture de l'arnica, de son implantation à sa récolte, en passant par des sessions de désherbage, par exemple. J'ai également réalisé une cinquantaine d'entretiens semi-directifs avec une diversité d'acteurs de la filière arnica, des cueilleurs, des agriculteurs, des responsables d'achat d'entreprises utilisatrices d'arnica et divers acteurs institutionnels impliqués dans sa gestion ou sa conservation. Entretien donc que j'ai retranscrit et analysé qualitativement. Sur la cueillette, je me suis concentré en particulier sur une catégorie de cueilleurs, qui sont les cueilleurs coopérateurs, qui cueillent l'arnica au sein de coopératives, donc, et qui sont des groupements de cueilleurs gérés par eux, et qui permettent de mutualiser une partie des outils de production. Ces coopératives donc, reçoivent des commandes sur plusieurs centaines d'espèces provenant de l'industrie cosmétique, pharmaceutique ou homéopathique, entre autres. Et la cueillette commerciale en coopérative a jusqu'ici fait l'objet de peu d'études académiques, et donc un des apports de cette thèse, c'était aussi de documenter une partie des activités de ce type de cueillette. J'ai réalisé ces travaux essentiellement autour de cueilleurs du Massif central, mais ces cueilleurs ont aussi des sites de cueillette sur d'autres massifs, donc en plus du site du Massif central, j'ai aussi observé des cueillettes dans les Pyrénées. Le territoire de mes enquêtes autour de la culture d'arnica était plus large et incluait aussi les Vosges et le bassin parisien, en plus du Massif central. D'autre part, pour explorer les mécanismes de réponse de l'arnica à la gestion, j'ai mené une étude dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Et là, il y avait un peu l'enjeu de minimiser la variation environnementale autre que celle qui est générée par la gestion. Donc, on a choisi une zone qui est relativement restreinte du point de vue géographique. Et on a échantillonné dans une diversité de faciès écologiques là-dedans. Je vous montre quelques exemples. Différents habitats, donc des prairies, des landes dominées par la calune, la myrtille, les rênes des marais ou plusieurs espèces de genêts. Et aussi des lisières forestières, notamment des bordures de pinèdes et de hêtraies. Ces milieux sont gérés par deux grands types de gestion, par le pâturage à l'automne, pâturage extensif, et par le gyrobroyage, qui est une sorte de broyage de la végétation avec des machines, donc, pour réduire la végétation ligneuse, et qui se fait plutôt en hiver. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectué des relevés sur 27 sites répartis dans le massif, avec sur chaque site des relevés dans 5 quadras d'un mètre carré. On a fait dans chaque cadre un relevé floristique, des mesures environnementales, notamment de hauteur de la végétation et de profondeur du sol, et enfin des mesures de traits fonctionnels de l'arnica. Donc, au niveau des traits, ce qu'on a choisi, on a choisi des traits fonctionnels classiques en écologie, qui ont une importance pour comprendre l'écologie de la plante. Donc la hauteur végétative, un certain nombre de traits foliaires, comme la surface foliaire ou la surface spécifique foliaire, dont je reparlerai par la suite, ou la teneur en matière sèche foliaire, et des traits chimiques comme la teneur en azote et en carbone foliaire. Mais on avait aussi un peu l'objectif de faire le lien avec l'activité des cueilleurs. Donc on a aussi mesuré des traits utiles pour la cueillette. Donc ces traits, c'est à la fois la hauteur reproductive, la masse fraîche des feuilles, qui est un peu une sorte de proxy de la masse récoltée en plante entière, mais aussi des traits reproductifs comme le pourcentage de rosettes fleuries, par exemple.
Je vais vous présenter donc maintenant les résultats de la thèse que j'ai divisés en 3 parties. La première partie a donné lieu à un article soumis et correspond au chapitre 1 du manuscrit de thèse. Donc, dans cette partie, pour étudier donc, la reconfiguration des pratiques au moment charnière que j'avais évoqué, je me suis intéressé à la première partie du gradient de gestion, d'intensité de gestion, c'est-à-dire aux pratiques des cueilleurs coopérateurs, au-delà de la seule cueillette, en me demandant quel rôle ces cueilleurs et ces cueilleuses peuvent jouer dans la gestion des sites à arnica. Si la cueillette est généralement considérée comme une activité extractive, opportuniste, aujourd'hui, les bons sites de cueillette à arnica, ils sont devenus relativement rares, et la durabilité de la cueillette sur ces sites, c'est devenu un enjeu de plus en plus important. Les cueilleurs sont donc particulièrement attentifs à l'effet de la gestion sur l'abondance de l'arnica. Ils cherchent à comprendre les facteurs qui jouent sur l'arnica, donc. Et parmi les diverses observations écologiques que j'ai pu recenser, une des grandes observations qui revient souvent, c'est le fait que l'arnica connaît des explosions démographiques dans des landes qui ont été brûlées ou girobroyées récemment. Et donc, de plus en plus, les cueilleurs manifestent la volonté de favoriser les pratiques de gestion qui ont un impact favorable sur l'arnica, un impact positif. Et on assiste donc à la mise en place de ce qu'on pourrait appeler un peu la figure du cueilleur gestionnaire, qui ne se contente pas de cueillir, mais qui s'investit davantage dans les actions de gestion des sites. Alors concrètement, comment les cueilleurs s'insèrent-ils dans la gestion des sites ? Eh bien, ça va prendre la forme d'une mise en relation avec d'autres acteurs, puisque les cueilleurs n'ont souvent pas la possibilité de gérer eux-mêmes les sites, puisqu'ils sont souvent à grande distance de ces sites, parfois à plusieurs centaines de kilomètres. Et tout d'abord, donc, une mise en relation avec les éleveurs, qui sont les principaux usagers des milieux arnica, puisque c'est une plante des milieux pastoraux essentiellement. Or, l'arnica est peu consommé par les bovins, et il est donc courant que les éleveurs soient défavorables à une gestion en faveur de l'arnica. Par exemple, un cueilleur qui rapporte qu'un éleveur chez qui il cueillait voulait se débarrasser de l'arnica et qui dit cet arnica, ça m'emmerde, moi je fauche, tu comprends les vaches, l'arnica elle ne le mange pas. Je dis oui, je sais bien, mais moi je vous l'arrache. Enfin bon, t'en laisses toujours au moins la moitié, il en reste plein. T'as pas une technique pour le faire partir? Ah non, une technique, vas-y, je te paye. Je lui ai quand même filé 600 balles tous les ans. Assurément, donc ici, il n'y a pas les mêmes objectifs pour les cueilleurs et les éleveurs. Donc, il y a la possibilité de rémunérer l'éleveur pour qu'il maintienne les pratiques actuelles et qu'il n'aille pas vers des pratiques plus intensives. Mais ce n'est pas la seule solution. Si on regarde plus attentivement, on voit que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, ce que les cueilleurs rapportent souvent, c'est que le girobroyage et le brûlis vont généralement permettre donc, de passer de ce genre de végétation à gauche, dominée par les ligneuses, avec de faibles densités en arnica, à une prairie qui est certes plus riche en arnica, mais aussi en plantes herbacées en général, donc avec une amélioration de la qualité des pâtures. Donc il y a plutôt une synergie entre les deux, bien que les cueilleurs et les éleveurs n'aient pas un intérêt pour les mêmes plantes. Les cueilleurs et les cueilleuses vont donc chercher des synergies de ce genre avec les éleveurs, mais aussi avec d'autres acteurs, comme les gestionnaires d'espaces naturels, par exemple, pour qui la réouverture du milieu peut avoir un rôle, par exemple, dans la préservation d'autres espèces d'intérêt. Et dans ce sens, l'arnica correspond un peu à la notion d'espèce parapluie, que c'est une espèce attrayante, dont la conservation va aussi permettre une conservation de l'écosystème en général. Il existe aussi des synergies avec les chasseurs, par exemple, car la réouverture du milieu est favorable aux petits gibiers. Et enfin, les cueilleurs vont aussi mobiliser les entreprises utilisatrices
qui jouent un rôle particulier parce qu'elles sont capables de financer certaines de ces actions de gestion. Mais une des faiblesses de ce travail de gestion, c'est qu'il faut pouvoir contrôler que l'arnica géré ne soit pas cueilli par d'autres cueilleurs. Or, la concurrence entre cueilleurs est aujourd'hui assez forte et le contrôle sur ces sites qui sont parfois assez isolés n'est pas facile. Et donc un questionnement actuel sur la formalisation et le contrôle des cueillettes qui est assez prégnant aujourd'hui. Donc, en résumé, les cueilleurs vont de plus en plus jouer un rôle de médiateur entre un certain nombre d'acteurs en faveur de l'arnica, en cherchant, grâce à leur expérience de l'écologie de l'arnica, à trouver des points de convergence avec les objectifs d'autres acteurs. J'ai proposé d'analyser cela à travers le concept de réciprocité humain-nature, en soutenant qu'au-delà de la production d'arnica, ces cueilleurs s'engagent dans une forme de soin à l'arnica, mais aussi aux écosystèmes, pas sous la forme d'un soin quotidien, mais d'un travail de relation et d'articulation entre différentes valeurs portées par les acteurs. Donc pour cela, une compréhension fine des mécanismes écologiques qui sous-tendent la réponse de la plante à la gestion est particulièrement précieuse pour orienter les trajectoires de gestion. Mécanisme donc, que j'ai développé dans la seconde partie de la thèse. Donc, cette seconde partie constitue les chapitres 2 et 3 de la thèse et a fait l'objet de 2 articles dont l'un est accepté et l'autre est en préparation. Donc tout d'abord, l'une des observations écologiques que font certains cueilleurs et certaines cueilleuses sur leur site, c'est que l'arnica présente une variation intraspécifique. Certains mentionnent que la plante est plus ou moins grasse, c'est-à-dire avec des feuilles peut-être plus épaisses et peut-être avec une teneur en eau plus élevée, que l'arnica est plus ou moins grande et qu'elle fleurit également plus ou moins, tout cela en fonction des milieux. Dans certains cas, cette variation intraspécifique peut même conditionner le type de cueillette, en plante entière ou en capitule, que choisissent d'opérer les cueilleurs sur une zone donnée. Donc, c'est intéressant en écologie d'aller au-delà de l'effet démographique de la gestion pour essayer de comprendre ce que ça entraîne en termes de phénotype, de traits fonctionnels de l'arnica, donc à la fois sur des traits classiques en écologie et des traits utiles pour les cueilleurs. Alors, tout d'abord, quel est l'effet de la gestion par le pâturage et les gyrodroyages sur les traits de l'arnica? Donc, ce qu'on a observé, c'est que, alors, d'abord, les traits reproductifs, comme le pourcentage de floraison, de rosettes fleuries, ne sont pas impactés significativement par la gestion ou marginalement par le pâturage. Par contre, la gestion est associée à une diminution de la hauteur végétative. Donc, l'arnica est plus bas, avec des feuilles plus appliquées au sol. Mais on a aussi beaucoup d'autres traits végétatifs qui sont affectés, par exemple la surface foliaire et la surface spécifique foliaire. Cette dernière variable, donc, c'est le ratio de la surface de la feuille sur la masse sèche de la feuille. Et c'est un trait qu'on utilise souvent en écologie qui montre bien un peu le compromis, capture bien le compromis entre conservation et acquisition des ressources par la plante. Et donc, grossièrement, on a des feuilles donc plus petites et plus épaisses, entre guillemets, quand il y a une gestion par le pâturage et le gyrodroyage. Et cela semble correspondre à une réponse classique à un relâchement de la compétition. Pour prendre un exemple un peu plus visuel, on voit que ce site à gauche est dominé par la calune, qui est assez haute, et après un gyrodroyage, on a un site avec une végétation plus rase, et progressivement, on a une croissance de la calune à nouveau. Et ce qu'on voit, c'est que la réponse de l'arnica en termes de traits, elle est assez drastique. On a des feuilles qui sont beaucoup plus petites et appliquées au sol après un gyrodroyage.
Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le gyrobroyage, il est effectué en hiver, donc il n'affecte pas directement les traits de l'arnica, les feuilles de l'arnica. Et donc, c'est pour ça qu'on privilégie plutôt l'hypothèse d'une réponse de l'arnica à la compétition, au changement de la compétition. Comme on a mesuré la hauteur de végétation dans chaque cadre, on peut prendre cette hauteur de végétation un peu comme proxy de la compétition pour essayer de tester si l'effet qu'on observe passe par cette variable. Alors, un outil statistique pour faire ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de piste, qui permet de discriminer un peu les effets directs de la gestion sur l'arnica et les effets indirects via la hauteur de végétation. Les résultats qui sont présentés là ne concernent que les milieux ouverts. On a exclu les lisières forestières de l'analyse. Je vais donner deux exemples de cette analyse. Le premier, c'est la surface spécifique foliaire. On avait vu qu'elle était fortement impactée par la gestion. Donc l'analyse montre que le gyrobroyage, par exemple, a un effet négatif qui passe complètement, qui est totalement médié par la hauteur de végétation. Par contre, l'effet du pâturage, il est à la fois direct et indirect, négatif dans les deux cas. Alors cette différence entre les deux modes de gestion, ça pourrait s'expliquer par le fait que le gyrobroyage est un processus assez simple qui se limite à retirer de la biomasse, alors que le pâturage est un processus plus complexe qui implique aussi des modifications du sol par le piétinement ou l'apport de déjection par exemple. Si je prends un deuxième exemple, une variable qui est plutôt utile aux cueilleurs, c'est un peu donc, la masse fraîche des feuilles, c'est un petit peu un proxy donc, de la biomasse de la plante entière cueillie par les cueilleurs. Donc là, on voit qu'il y a un fort effet on avait vu un fort effet du gyrobroyage sur cette variable, et on voit ici qu'il est partiellement médié par la hauteur de végétation. Il y a à la fois un effet direct et indirect. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour la plupart des variables, on a la hauteur de végétation qui explique une bonne partie de l'effet de la gestion sur les variables mesurées. Ensuite, on s'est demandé si la hauteur de végétation, qui est une variable assez grossière finalement, si on allait un peu au-delà de cette simple hauteur de végétation pour regarder les traits des plantes voisines et voir si les traits de l'arnica n'étaient pas influencés par la composition en espèces des plantes voisines, des communautés voisines. Et donc pour cela, j'ai exploré en particulier j'ai exploré ça en particulier avec le concept de distinctiveness en anglais, en français, donc l'originalité fonctionnelle des espèces. Donc qu'est-ce que c'est? Si on représente une communauté, un ensemble d'espèces d'une communauté, et qu'on la positionne sur un espace de traits, j'ai pris deux traits en exemple, eh bien, on peut calculer ce qui serait un peu la stratégie moyenne de la communauté, et plus précisément la moyenne pondérée par l'abondance des espèces, que j'ai représentée ici, et on peut ensuite définir une distance fonctionnelle à ce point pour toutes les espèces. Donc plus on est loin, plus l'originalité fonctionnelle de la plante sera élevée. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir à quel point l'arnica est une espèce distincte des autres espèces dans les différentes communautés. Donc, on a calculé cette originalité fonctionnelle de l'arnica sur toutes les communautés. Et là, je donne une communauté en exemple. Donc, j'ai représenté l'histogramme de l'originalité fonctionnelle des espèces pour une communauté. Donc, en abscisse, on a l'originalité fonctionnelle et en ordonnée, le nombre d'espèces concernées. Donc ici, par exemple, on a beaucoup d'espèces dans une communauté qui ont une originalité fonctionnelle autour de 1,2. Et où se situe l'arnica? Eh bien, c'est lui qui a l'originalité fonctionnelle la plus élevée. Donc on a fait ça sur toutes les communautés. J'en présente 5 en exemple. Donc, on s'attendrait un peu à ce que, au moins dans certains sites, l'arnica ait une originalité un peu moyenne, mais en réalité, on remarque que la position de l'arnica, c'est toujours parmi les plus distinctes.
Alors, il faut noter qu'on a mesuré les traits de l'arnica dans chaque site, mais par contre, pour les autres espèces, on n'a que les relevés de végétation. Donc, on a seulement des valeurs moyennes de traits pour les autres espèces qui sont prises dans des bases de données. Alors, quelles sont les implications potentielles de cette distinctiveness, de cette originalité fonctionnelle? Eh bien, d'abord, en lien avec l'abondance de l'arnica, on observe une corrélation qui est assez intéressante, c'est que l'abondance de l'arnica, qui est en ordonnée, elle est positivement corrélée à son originalité fonctionnelle que j'ai mis en avant. Donc pour nous, c'était assez inattendu et ça pourrait suggérer qu'une originalité fonctionnelle élevée de l'arnica est pour cette espèce un peu une condition de sa persistance. Alors si on synthétise un peu les résultats en écologie, on a bien montré que la gestion avait un effet sur l'arnica du point de vue de ses traits fonctionnels. J'ai également montré que cet effet se faisait en partie via un effet via les plantes voisines, donc probablement en agissant sur la compétition et potentiellement via un effet de distance fonctionnelle où la persistance de l'arnica, excusez-moi, où la persistance de l'arnica serait dépendante un peu de son originalité fonctionnelle. Alors, quelles sont les implications de ces résultats pour la cueillette de l'arnica? Bien, on a vu que la cueillette de plantes entières, notamment, reposait non seulement sur de la floraison de l'arnica, mais aussi sur des traits végétatifs associés à une biomasse élevée. Donc, pour cela, on aurait intérêt à favoriser des espaces à faible intensité de gestion, à condition que cela ne se fasse pas au détriment d'une démographie positive de l'arnica. Mais il est probable qu'il y ait plutôt un compromis entre les deux, au vu de ce que les cueilleurs nous ont dit. Donc, dans les deux parties qui précèdent, on a vu le fonctionnement social et écologique de la gestion de l'arnica en milieu pastoral, mais l'objectif dans cette thèse était aussi de se demander ce qui se passe lors de la mise en culture. Ça, c'est l'objet de la troisième partie qui constitue le chapitre... Ah, ça va passer. De la troisième partie, donc, qui constitue le chapitre 4 du manuscrit et a pris la forme d'un article en préparation. Dans cette partie, j'ai exploré donc la seconde partie du gradient d'intensité de gestion, dont j'avais parlé tout à l'heure, avec donc le processus de mise en culture. Les questions que j'ai posées sont les suivantes. Comment se modifie la relation de la plante, la relation à la plante et au milieu lors de la mise en culture? Est-ce que cette mise en culture peut se décrire comme un continuum d'intensité de gestion ou au contraire comme une rupture dans les modes de gestion de l'arnica? Et enfin, est-ce qu'il existe et quelles sont les connexions de savoir entre culture et cueillette? Alors tout d'abord, qui sont les cultivateurs d'arnica? Donc, sans entrer dans les détails, il y a un peu deux catégories qui font sens. D'une part, il y a les cueilleurs et les cueilleuses qui se mettent à cultiver pour compléter ou pour remplacer la cueillette. Et d'autre part, il y a un ensemble d'autres acteurs, souvent des agriculteurs spécialisés dans les plantes médicinales, et qui se mettent à cultiver cette plante sans avoir de relation avec l'arnica sauvage. Derrière ces deux catégories, il y a en fait toute une diversité de pratiques qui peut se décrire comme un gradient d'intensité de gestion, comme celui que j'avais évoqué précédemment. Des agriculteurs et des agricultrices ont opté pour des pratiques intensives en temps, avec un désherbage constant, avec des graines sélectionnées, tandis que d'autres se sont attachés davantage à des pratiques que l'on pourrait qualifier de semi-culture, donc en valorisant des graines sauvages et en ne cherchant pas, par exemple, un désherbage complet. Donc l'idée est un peu de se demander, là où on considère qu'il existe la mise en culture, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler des mises en culture? Et on peut se demander
quelles logiques sous-tendent un peu ces différentes pratiques. Donc la première variable que j'ai examinée, c'est la provenance des graines. On a beaucoup de cultivateurs, et notamment des cueilleurs ou des gens qui connaissent l'arnica sauvage, qui cultivent de l'arnica d'origine sauvage. Et ça provient en partie de l'idée de conserver le lien avec les populations sauvages et parfois de participer à sa conservation. Par exemple, on a ce pépiniériste spécialisé en arnica qui nous dit cultiver de la variété Arbo, c'est rajouter une goutte qui fait déborder le vase, et avec de la pollution génétique sur nos populations d'arnica sauvages qui du coup sont déjà beaucoup malmenées. Et Arbo, c'est une variété qui a quand même été pas mal sélectionnée. C'est la raison principale pour laquelle je travaille sur le végétal local. Si je peux fournir à des producteurs ou à des particuliers des plants qui proviennent de graines qui ont été récoltées dans la région et qui peuvent essaimer et se réimplanter sauvagement, ben voilà, je n'en serai que plus heureux. Donc à travers cet exemple, on voit qu'on conserve une logique de responsabilité vis-à-vis du sauvage, ici avec la possibilité notamment que l'arnica cultivé se réensauvage ou ne nuise pas aux populations sauvages, en tout cas via de la pollution génétique. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que la culture, ce soit plutôt une sortie de la responsabilité vis-à-vis du sauvage. La deuxième grande variable qui m'a intéressé, c'est les pratiques qui concernent les interactions de l'arnica avec d'autres plantes. C'est un problème qui est particulièrement épineux dans le cas de l'arnica parce que c'est une plante qui devient peu compétitive en dehors du milieu où elle pousse en sauvage. Donc la première approche envisageable, c'est effectivement de supprimer les adventices, effectuer un désherbage fréquent, mais les cueilleurs ou les gens qui connaissent l'arnica sauvage, souvent ont une autre approche. Par exemple, on a ce cueilleur qui nous dit franchement, quand j'ai vu le comportement de l'arnica dans les Pyrénées, sur les sites d'un tel, je ne sais pas ce qui les avait stimulés comme ça, une invasion de rats-aux-pieds, mais ils étaient à touche-touche, c'était un truc de dingue. Il n'y avait que ça, des pieds d'arnica. Donc quand les conditions sont réunies, le sauvage, ça peut hyper bien répondre, et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'en culture, ça ne marcherait pas. Donc c'est vrai que c'est une question écologique intéressante. Pourquoi cette plante, elle est dominante en sauvage, et elle devient l'une des moins compétitives une fois qu'on la met en culture. Donc la deuxième approche que j'ai observée, c'est plutôt d'essayer de trouver un compromis avec les adventices, avec la communauté végétale adjacente. Et à l'extrême de cette logique, il y a même l'idée d'essayer d'implanter l'arnica et ensuite de ne rien faire, d'aller vers une sorte de culture qu'on laisse sans sauvage. Un des résultats intéressants, c'est aussi qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait les cueilleurs d'un côté et les agriculteurs de l'autre, et puis que ça ne se mélange pas. Et en fait, on voit que dans plein d'initiatives de mise en culture, la vision des cueilleurs, elle est différente des itinéraires techniques classiques sur les plantes médicinales, du fait de l'expérience des cueilleurs sur l'écologie de l'arnica. Et il y a sans doute une complémentarité et une continuité entre cueillette et culture, non seulement en termes de production, mais aussi de circulation des savoirs. Pour synthétiser, si l'idée de mise en culture de l'arnica paraît simple, elle recèle en fait une grande hétérogénéité de pratiques et surtout des divergences de logique avec l'existence de pratiques de semi-culture qui ne sont pas seulement orientées par des valeurs de production, mais aussi par des valeurs de relation avec le sauvage notamment, et qui sont des pratiques qui sont rarement mises en valeur en agronomie ou dans les initiatives institutionnelles de mise en culture. Je vais maintenant passer à la discussion générale. Donc, dans la partie 2 des résultats, j'ai montré que les variations des modes de gestion engendraient une variation intraspécifique importante de l'arnica, qui est probablement liée à la compétition entre espèces, donc aux interactions entre plantes. Donc, si on revient à ce schéma initial, on voit bien qu'on a des pratiques qui agissent sur les traits et génèrent cette variation, mais aussi que cela met en jeu les interactions entre l'arnica et les autres espèces.
Parmi les résultats qui concernent l'interaction entre plantes, le premier aspect qui demande à être étudié avec plus d'attention, c'est le rôle de l'originalité fonctionnelle. Si on repart de ce graphe sur la relation entre l'abondance de l'arnica et son originalité fonctionnelle, on peut se demander, par exemple, qu'est-ce qui se passe ici à gauche si on prolonge le trait. Est-ce que si on met l'arnica dans une communauté où elle est peu distincte, eh bien, par exemple, est-ce qu'elle va disparaître? C'est-à-dire, est-ce que son originalité fonctionnelle est une condition de sa persistance ou pas? Une perspective de recherche dans ce sens, ce serait d'effectuer des suivis démographiques sur des populations d'arnica couplées à des mesures de trait, afin de détecter si le déclin d'une population d'arnica, par exemple, pourrait être lié à une diminution de son originalité fonctionnelle. Un autre élément qui mérite des développements, qui intègre aussi les interactions avec les animaux, c'est le lien avec entre la variation des traits qu'on a mesurés et la variation des composés phytochimiques qui jouent un rôle dans la protection contre l'herbivorie notamment, l'herbivorie par les troupeaux, mais également par les gastéropodes ou les insectes, etc. Les principaux composés connus chez l'arnica pour cela sont les lactones sesquiterpéniques, en particulier l'hélénaline, par exemple, qui est représenté ici. Donc on pourrait se demander s'il existe des variations quantitatives de ces composés qui soient corrélées, par exemple, aux traits foliaires qu'on a mesurés. Et par exemple, est-ce que les plantes des milieux gyrobroyés ont une teneur en lactone plus élevée et une protection contre l'herbivorie plus élevée? C'est un élément en lien avec la cueillette également, parce que ces composés sont les principaux composés qui jouent un rôle médicinal chez cette plante. Donc, leur concentration pourrait devenir un élément important pour les laboratoires ou pour les cueilleurs. Ensuite, on a vu que la variation du phénotype de l'arnica jouait un rôle dans la cueillette. Ça, c'était assez inattendu. Et cela rejoint un peu ce que j'avais montré dans l'introduction, la variation des traits foliaires du café. Et donc, cela invite à développer des méthodes d'enquête qui fassent mieux apparaître ces savoirs sur les variations des plantes dans leur contexte environnemental, par exemple sur la vitesse de croissance, les caractéristiques des feuilles ou des racines, même si ces traits ne sont pas directement en lien utile avec ou sélectionnés par les gens. Et c'est-à-dire que les savoirs et les pratiques relatifs à la variation écologique des plantes et aux interactions entre plantes sont des champs d'études que l'on pourrait formaliser, qui ne sont pas nouveaux en ethnoécologie, mais qui pourraient devenir un champ de recherche à part entière. Le couplage entre ethnoécologie et écologie est particulièrement pertinent pour cela, car l'écologie pousse à s'intéresser aux caractéristiques des plantes qui participent au fonctionnement d'écosystèmes, et inversement, l'étude des pratiques humaines montre que le système humain qui est considéré en écologie est souvent finalement assez simplifié. On voit que la réalité des pratiques, elle est souvent assez complexe, comme on l'a vu avec le jeu d'acteurs autour des milieux à arnica. Cette gestion est en fait le résultat de nombreuses négociations, de compromis, inclut aussi des questions de légitimité des acteurs, par exemple. Donc elle est vraiment construite socialement. Et cela esquisse aussi l'importance des valeurs relationnelles dans la production des plantes. La question n'est pas simplement comment produire de l'arnica, mais aussi comment conserver ou développer un ensemble de relations qui a du sens, tout en produisant de l'arnica. On a vu que c'est en partie du fait de ce travail relationnel que les cueilleurs et les cueilleuses gagnent aujourd'hui en légitimité auprès des institutions. Ensuite, cette transition de la cueillette à la culture, elle est souvent vue comme un simple changement technique, mais on a vu qu'il y a aussi beaucoup de changements au niveau social, au niveau relationnel avec la plante et le milieu, qui, eux, sont rarement envisagés. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, la mise en culture et la domestication des plantes médicinales se fait sur un temps très court, et donc les choix de sélection techniques de culture sont des choix assez forts et qui sont assez politiques en définitive.
parce qu'on a vu qu'on a une diversité de logiques, de valeurs associées à la mise en culture, mais on note que les modes de gestion moins intensifs ont aussi moins de visibilité, et ils sont souvent moins financés, etc. Donc, on pourrait dire que le modèle de la culture désherbée en plein champ est un peu un modèle normé qui s'est formé de l'agriculture et qui est, en définitive, un attracteur assez fort parmi les modes de gestion. D'où l'intérêt que j'ai porté aux modes de gestion intermédiaires qui sont, en quelque sorte, des tentatives de ne pas s'affranchir de la multiplicité des relations entre plantes et entre humains notamment, tout en intensifiant un peu la gestion. Donc pour conclure, je propose de revenir sur le schéma de tout à l'heure. Donc oui, on est bien dans un moment charnière vers la mise en culture, mais est-ce qu'on ne devrait pas considérer ce moment non comme un remplacement de la cueillette, mais un moment d'interrogation sur la relation à la plante et au milieu? L'objectif serait aussi d'expérimenter une diversité de modes de gestion originaux, y compris de la gestion en sauvage, qui pourrait permettre de continuer la cueillette tout en participant à la conservation de l'arnica, par exemple. Cela milite donc en faveur d'études interdisciplinaires, avec d'une part des enquêtes permettant de donner une voix aux savoirs écologiques locaux, dont on a vu qu'ils étaient importants même dans les cueillettes commerciales, et d'autre part avec de la recherche en écologie, puisque les régimes de gestion intermédiaires reposent sur la compréhension de multiples interactions écologiques.